bonjour à vous et merci d'être avec nous en direct dans les 4V ce matin. Alors que votre livre, Ce que j'ai appris de vous, vient de sortir. On va y revenir largement, mais d'abord il y a l'actualité, notamment l'actualité internationale, parce que c'est vrai que chaque matin on voit l'évolution des frappes de part et d'autre entre Israël et l'Iran. Est-ce que, de votre point de vue, Israël a eu raison d'attaquer l'Iran, vu la menace nucléaire qui pèse sur elle ? Et vous avez à l'instant, M. Arnaud, d'abord bonjour et bonjour à ceux qui nous écoutent. Vous avez vous-même donné la réponse à l'instant, compte tenu de la menace qui pèse. C'est une négociation que je connais assez bien, puisque en 2004, j'étais ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, et nous avions à l'époque commencé une négociation, 2003, pour obtenir un accord de l'Iran pour la non-construction de l'arme nucléaire. Oui, on voit que ça fait plus de 20 ans que ça dure déjà. Et puis cet accord qui a été signé, dénoncé par M. Trump, toujours lui, en 2018, n'a pas été conclu. Et donc, il y a une menace, et on savait, la IEA a dit elle-même, sous quelques semaines, quelques mois peut-être, l'arme nucléaire aurait été dans la main des Iraniens. Et ça, c'est une menace existentielle contre Israël, contre la stabilité de cette région et même au-delà. Donc il justifie l'attaque. Je pense que Israël était dans ce cas-là, comme après l'attentat terroriste du Hamas le 7 octobre, dans un droit de légitime défense. Mais quelle est la prochaine étape ? On a entendu Benyamin Netanyahou dire, après tout, le régime des Mollahs, s'il pouvait tomber, ce ne serait pas plus mal. C'est une question qui est posée largement par la presse ce matin. Est-ce que ce serait une bonne chose ou une mauvaise chose ? Moi, je ne crois pas que changer un régime par la force et de l'extérieur soit une bonne chose. Le peuple iranien sait bien qu'il faut changer ce régime qui maltraite, quand ce n'est pas davantage les femmes. Il faut changer ce régime, mais ça doit se faire de la part du peuple iranien et pas de l'extérieur. C'est toujours plus facile d'engager une telle guerre ou un tel conflit que de l'arrêter. Ouais. Et l'objectif, c'est de détruire les installations militaires. Je pense qu'il faut éviter l'embrasement ou l'escalade et sortir de cette spirale de l'escalade. La France peut jouer un rôle ? Pas la France toute seule, parce que M. Netanyahou n'écoute pas beaucoup la France. On l'a bien vu. Il écoute davantage les États-Unis. Je pense que les États-Unis ont une des clés. Et puis l'Union européenne aussi, et la France en son sein, les Anglais également. Les pays de la région sont très importants. Il faudra bien qu'un jour ou l'autre, sur la question des deux États, de l'État palestinien vivant côte à côte et en sécurité avec l'État d'Israël, dont, je le redis, la sécurité et l'intégrité ne sont pas négociables pour nous. Et puis le conflit avec le Liban, et puis ce conflit avec l'Iran, il faudra bien qu'un jour ou l'autre, tout le monde se remette autour de la table. Et ce jour-là, oui, l'Europe a un jour à jouer. En France, l'actualité de ce mardi, c'est la fin théorique, en tout cas, du fameux conclave. Votre successeur, François Bayrou, semble plutôt optimiste. Est-ce que c'est un optimisme que vous partagez avec le regard qui est aujourd'hui le vôtre ? Pour essayer d'être optimiste ou pessimiste, même si on a des raisons d'ailleurs d'être très pessimiste, il faut être déterminé à donner une chance au dialogue social. C'est comme ça que j'ai compris le conclave, sûrement pas pour l'idée de revenir en arrière sur la réforme des retraites. Il faut être responsable. Vous savez, M. Arnaud, les efforts qu'on ne fait pas aujourd'hui ou les renoncements d'aujourd'hui, ce sont des sacrifices pour demain. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit lorsque j'étais Premier ministre, en expliquant que je préférais être impopulaire plutôt qu'irresponsable. Donc s'il s'agit autour de l'âge de la retraite qui ne va pas être changé, qu'on ne doit pas changer parce que ce ne serait pas responsable... Qui pourrait être repoussé. Le Conseil d'orientation des retraites dit même 66 ans et demi. Oui, donc vous voyez bien que c'est plutôt dans l'autre sens que ça va. Il y a toutes sortes de mesures pour améliorer la vie des gens, la vie des femmes qui ont des enfants, les carrières longues... La prime senior dont a parlé François Bayrou, qu'on a expliqué il y a quelques instants, c'est une bonne idée ou pas ? Mais je ne sais pas bien en quoi elle consiste par rapport à ce qui existe déjà comme système emploi-retraite. Donc il faut bien voir quelle est sa valeur ajoutée. Mais bon, si le Premier ministre l'a proposé, c'est qu'elle a un intérêt sans doute. En tout cas, améliorer autour de la réforme des retraites d'il y a 2 ans, tout ce qui touche les femmes. Il y a des femmes, notamment dans l'agriculture, qui ont des toutes petites retraites et qui travaillent beaucoup. Des métiers pénibles, parfois les deux ensemble. Ouais. Les carrières longues, oui, je pense que moi-même, j'étais décidé à laisser toute sa chance, comme je l'ai fait sur l'assurance chômage, au dialogue social. Vous savez, les syndicats de notre pays doivent être respectés, les organisations professionnelles. Plus elles sont fortes, mieux la France se portera. Alors, autre sujet de gros sous que vous connaissez bien, et pour cause, c'est le budget. On se souvient que votre gouvernement était tombé sur cette question. Non, monsieur Arnaud, il n'est pas tombé là-dessus. Il est tombé en raison de l'irresponsabilité du Parti socialiste, qui avait choisi d'être totalement solidaire de M. Mélenchon. Mais il y a une censure liée au projet de budget. Oui, mais le budget était un prétexte, y compris pour le Rassemblement national. D'accord. Alors, disons sur le plan formel... C'est pour ça que j'ai parlé de responsabilité politique qui n'était pas à la hauteur de la situation. À l'époque, vous vouliez faire 60 milliards d'économies. Aujourd'hui, François Bayrou dit 40 milliards. Est-ce qu'il n'est pas petit joueur, François Bayrou, par rapport à... Oui, j'avais dit 60 milliards, 40 dans la diminution des dépenses. C'est la priorité. Notre État, nos dépenses, tous ceux qui travaillent
la sphère publique dépense trop et de l'argent qu'on n'a pas, qu'on emprunte à des taux très élevés, de plus en plus élevés. Les intérêts de la dette en France vont coûter 60 milliards l'année prochaine. 60 milliards d'euros, c'est absolument... Vous pensez qu'il peut le faire, François Bayrou, qu'il peut y arriver, vu le contexte? Il faut qu'il ait le courage de le faire, il faut qu'il ait la ténacité de le faire. Et le temps qui vient va être, pour les dirigeants politiques, quels qu'ils soient, le temps du courage. Et à condition aussi qu'on leur donne du temps. C'est aussi l'enjeu des élections de 2027. Alors vous dites des économies, mais on n'entend jamais réellement parler d'économies. On entend plus parler de hausse d'impôts. Même si le gouvernement ne dit pas de hausse d'impôts, on entend parler de la TVA sociale, on entend parler de la désindexation. Tout ça, ce ne sont pas des économies. Non, mais pourtant, il y a des économies à faire sur plusieurs années. C'est pour ça qu'il faut du temps, avec du courage, notamment sur la réduction des services administratifs, en laissant la priorité à ceux qui sont en première ligne, les sapeurs-pompiers, les enseignants, les gendarmes, les policiers, les soignants, mais en réduisant le fonctionnement administratif qui est trop important. Je pense que l'État, la puissance publique pourrait faire mieux avec moins d'argent, comme ça se passe en Allemagne, par exemple. Pourquoi il pourrait réussir là où vous aviez échoué, à votre avis? Est-ce que le contexte politique a changé? Moi, j'ai échoué ou j'ai été sanctionné parce qu'il y a eu une conjonction entre l'extrême droite qui a voté avec l'extrême gauche, Madame Le Pen avec M. Mélenchon, et au milieu le Parti socialiste qui a été irresponsable. À ce moment-là, j'espère que la raison va revenir et qu'on va se rendre compte qu'on n'a pas le droit de sacrifier, c'est Pierre Mendès France qui disait ça, on n'a pas le droit de sacrifier l'avenir au présent. C'est ce qu'ont fait les partis politiques au moment où j'étais Premier ministre. Donc tout se joue tout est dans la main du Parti socialiste, si on vous comprend bien. Aujourd'hui, je pense qu'il a une des clés, et celle notamment de la responsabilité. Si le gouvernement venait malgré tout à être censuré, quelle pourrait être la prochaine étape? Parce qu'on ne va pas comme ça empiler les gouvernements. Non, moi je pense que s'il devait y avoir une nouvelle censure, par l'irresponsabilité des partis politiques, je pense qu'il faudra en revenir au peuple. Dans votre livre, vous racontez votre parcours politique, pas seulement Matignon. Ce n'est pas un livre sur Matignon. Non, pas du tout. C'est ce que j'ai appris de vous. Voilà, c'est l'ensemble de votre parcours qui est évidemment... 130 moments où j'ai appris en rencontrant les gens, parfois les plus humbles, plus importants et plus intéressants, parfois les plus célèbres, j'ai appris quelque chose. C'est vrai que ça remonte à loin. Vous avez parlé de votre expérience des années 2000 en tant que ministre des Affaires étrangères. C'est très présent dans le livre. Mais sur l'expérience de Matignon, qui est la plus récente, si c'était à refaire, est-ce que vous changeriez des choses ou pas? Il y a toujours des choses à changer probablement, mais j'ai été dans une sorte de nasse au Parlement en pensant d'un côté le Parti socialiste et de l'autre côté l'extrême droite aurait la responsabilité de laisser du temps au gouvernement. Ça n'a pas été le cas. À ce moment-là, vous ne vous êtes pas trop appuyé sur le Rassemblement national par rapport au Parti socialiste? Non, je ne me suis pas appuyé sur eux. Le Parti socialiste m'a dit le lendemain de ma nomination, le lendemain, M. Arnaud, on vote la censure. Le lendemain, le 6 ou le 7 septembre, les dés étaient pipés, j'avais pas ouvert la bouche, j'avais pas présenté mon programme et j'avais pas de gouvernement. Ouais. On vote la censure parce que tu n'es pas de gauche ou vous n'êtes pas de gauche. Bon, donc j'étais sous la dépendance du Rassemblement national. C'est une situation impossible dont il faut sortir. On a besoin d'hommes politiques et de femmes politiques courageux qui auront du temps. Et c'est l'objectif des élections prochaines. Et qui peuvent bénéficier de la bienveillance du Parti socialiste. Est-ce que qui auront une majorité. On verra bien quelle sera cette majorité. Voilà, pour des raisons politiques. Une majorité absolue qui accompagne le chef de l'État. Est-ce que vous pensez que cette relative bienveillance, François Bayrou peut en bénéficier tout simplement parce qu'il avait appelé à voter François Hollande en 2012? Je ne peux pas dire comment et pourquoi ça se passerait. En tout cas, je souhaite qu'il y ait davantage de temps et de stabilité, parce que l'instabilité, ça coûte très cher. On a dit que la censure qui m'a touché a coûté 12 milliards d'euros au pays, parce qu'il s'est arrêté. Voilà. En tout cas, dans ce livre, qui est un livre de chroniques, de courtes chroniques, où je raconte chaque fois des moments que j'ai vécu, où j'ai compris quelque chose, ou appris une leçon, je ne donne pas de leçons dans ce livre. Je ne me permettrai pas de le faire. Je partage des leçons, notamment à l'égard des jeunes, en leur disant... Occupez-vous de politique, parce que si vous ne vous occupez pas de politique, c'est elle qui s'occupe de vous. Hein. Vous ne dites pas non plus ce que vous ferez en 2027. Évidemment, vous éludez toujours un petit peu quand on vous pose la question. Ça dépendra de quoi, une candidature ou pas? Non, une candidature, il y a déjà beaucoup de candidats, M. Arnaud. C'est une chose dont la France ne manque pas, c'est de candidats au présidentiel. Il faudra que chaque candidat, y compris moi, si je devais me poser la question, se pose une question. Est-ce que je suis à la hauteur? Première question. Est-ce que j'ai le bon projet pour la France? Et est-ce que je suis capable de rassembler au-delà de mon camp? Et à ce stade, de ces trois questions, quelle est la réponse? Non, le stade n'est pas celui où je me pose la question. Je me la poserai plus tard. En attendant, je veux contribuer à l'unité à droite et du centre, renouveau de mon parti, aujourd'hui avec Bruno Retailleau, et puis à expliquer la vérité. Je crois que les Français sont assez grands pour entendre la vérité. Et vous racontez dans le livre notamment comment Donald Trump lui-même vous encourage à vous présenter en 2027. C'est presque une anecdotique le soir de cette belle cérémonie de Notre-Dame où il me donne ce conseil. Mais je n'ai pas forcément envie d'écouter M. Trump sur cette question-là. C'est-à-dire dans ce que j'ai appris de vous. Merci beaucoup, à vous. Michel Barnier. Merci.